Notre avis sur le tout nouveau GH6. Salut à toutes et à tous, c'est François de l'équipe Grain et je suis très heureux de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo. Pour rappel, notre mission chez Grain, c'est de vous aider à créer de meilleures vidéos, même si vous êtes débutant complet, et pour ceux qui le souhaitent, à en faire carrément votre métier. Juste avant d'aborder le sujet du jour, si vous voulez aller plus loin dans l'apprentissage de la vidéo, on a préparé une formation totalement gratuite d'1 heure dans laquelle on vous donne nos meilleurs conseils pour créer des vidéos au rendu professionnel, ainsi que les 6 étapes clés qui vous permettront de vivre de la vidéo. Si ça vous intéresse, le lien est juste en dessous en description, foncez-y, vous allez apprendre plein de choses. Dans cette vidéo, je vais vous parler du tout nouveau boîtier qui vient de sortir, le GH6, qui est en fait le successeur du GH4, du GH5 et du GH5S qu'on a juste ici. On a pu l'emmener il y a quelques semaines au Sri Lanka pour le tester. On a testé les différentes fonctionnalités qu'il avait. D'ailleurs, le mini-film que vous avez pu voir au début de la vidéo a été filmé uniquement avec le GH6. Pour commencer, je vais vous parler des différentes specs de ce boîtier. On est bien sûr sur un format micro 4 tiers comme le GH4, le GH5S. Donc un tout petit capteur, c'est pas un capteur plein format comme on peut retrouver sur le S5 de Panasonic ou le R5 chez Canon. On peut filmer en 5,7K à 60 images par seconde, donc un grand ralenti dans une définition incroyable. Vous pouvez aussi faire de la 4K 120 images par seconde, donc de l'ultra ralenti dans une définition qui sera un petit peu moindre que la 5,7K mais qui restera une super bonne qualité. Ensuite, vous pouvez enregistrer en interne en Apple ProRes, ce qui vous permettra d'avoir des codecs très faciles pour votre montage. J'y reviendrai bien sûr un petit peu après. Ensuite, on a une stabilisation de 5,7 stops comparé au GH5S qui n'avait pas de stab et le GH5 qui lui avait une stab de 6,5 je crois, qui était déjà très très bonne. Et ensuite, on a une dernière fonctionnalité qui s'appelle le Dynamic Boost qui permettra d'augmenter, de gagner en gamme dynamique. Mais ça, j'y reviendrai aussi juste après. Donc on commence tout de suite avec les points positifs. Et pour commencer, on va parler de l'ergonomie. Quand on regarde le GH6, il ressemble fortement au GH5. On a quelques boutons en plus. Mais ce qui choque directement, c'est l'écran qui est retournable et inclinable. Vous pouvez retourner l'écran comme ceci. Et vous pouvez aussi l'incliner sur le côté, qui vous permettra de mieux voir votre écran quand vous le regardez dessus. Ça vous permet aussi de libérer les prises type C et HDMI. Et donc quand vous allez tourner votre écran, ça ne va pas taper dans ces prises. Ils ont aussi ajouté 2 ventilateurs, un ici sur le côté et un autre juste à gauche de la molette ici. Et ça vous permettra d'éviter toute surchauffe sur votre boîtier. Comme je vous l'ai dit, il a des définitions et des codecs assez impressionnants, surtout de l'Apple ProRes en interne, qui demandera beaucoup de ressources à votre boîtier. Donc là, nous, on n'a eu aucun problème de surchauffe. Il faut savoir qu'ils avaient annoncé il y a 2 ans la sortie du GH6, mais ça a été repoussé jusque là, fin février. Donc ils ont vraiment pris du temps pour créer un petit bolide et pas avoir de surchauffe comme par exemple avec le R5 de chez Canon. Si ça vous intéresse, on a fait une vidéo spécialement dessus et c'est assez embêtant. Là en tout cas, on n'a pas du tout de problème. Il est tropicalisé, donc il résiste à l'eau et la poussière, même au niveau des ventilateurs. Vous avez une nouvelle disposition pour les boutons et des boutons supplémentaires comme par exemple ici le info pour l'audio qui vous permettra de gérer tous vos réglages d'audio. Vous avez un autre bouton record qui est devant qui peut être très pratique lorsque vous vloguez et vous pouvez bien sûr personnaliser tous ces boutons pour leur assigner des fonctions spécifiques. Vous avez, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, sur le côté ici, une prise type C qui vous permettra de recharger en même temps que la caméra tourne votre boîtier, donc ça c'est assez sympa. Donc voilà pour l'ergonomie ou le form factor comme on dirait en anglais. Maintenant on peut passer à la deuxième partie, la définition et les codecs. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, ce boîtier a des définitions assez incroyables. Vous pouvez filmer en 5,7K, donc quasiment de la 6K à 60 images par seconde, qui est assez impressionnant. C'est une des seules caméras hybrides sur le marché qui peut faire ça. Vous avez aussi la Blackmagic 6K. Vous pouvez filmer en 4K 120 images par seconde et carrément en Full HD à 300 images par seconde, ce qui vous créera vraiment un gros ralenti. Je vous mets un petit tableau avec toutes les différentes définitions que vous pouvez avoir. Vous allez voir, il y en a plein. Ils ont vraiment condensé le maximum de choses dans ce boîtier. Ensuite, vous pouvez faire de l'Apple ProRes en interne. C'est quoi de l'Apple ProRes? Du coup, c'est un codec de montage qui vous permettra de lire tous vos rushs très fluidement dans votre timeline sans que ça rame ou ça bug. Malheureusement, l'Apple ProRes est seulement disponible sur de la 5,7K à 30 images par seconde, je crois. Mais Panasonic a annoncé que sur une prochaine mise à jour, vous allez voir enregistrer en Apple ProRes sur de la 4K, de la Full HD. Donc c'est pas vraiment un souci. Sur tous les formats, vous pouvez enregistrer en 10 bits. Donc ça vous fera des fichiers un petit peu plus lourds, mais ça vous permettra d'avoir une meilleure qualité en soi sur l'étalonnage, parce que vous allez avoir beaucoup plus de détails dans les couleurs contrairement à du 8 bits par exemple.
Et sur tous les différents formats, vous pouvez enregistrer sans limite de temps. Donc ça peut être assez pratique si vous faites beaucoup d'interviews. Vous n'avez pas à couper toutes les 30 minutes comme sur Canon par exemple ou sur l'ancien GH5. Donc ça c'est une super nouvelle pour toutes les personnes qui font du corpo par exemple. Donc voilà pour la catégorie définition et codec. Et maintenant on va pouvoir passer à la stabilisation. Et nous on a été agréablement surpris de celle-ci. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, on est passé de 6,5 stops sur le GH5 et maintenant on se trouve à 7,5 stops. Donc vous allez voir, je vous mets quelques tests qu'on a fait avec stabilisation et sans stabilisation, comme ça vous pouvez aller voir la différence. Je vous parle bien ici de la stabilisation du capteur, donc de l'IBIS, mais vous avez aussi une stabilisation objectif. Sur toutes les vidéos que je vous fais passer, on a filmé nous avec l'objectif 25-50 f1.7 qui lui n'est pas stabilisé, donc vous voyez très bien le rendu à main levée. On a utilisé que sur un ou deux plans le stabilisateur. Je pense par exemple au moment où Ilan marche sur la voie de chemin de fer ou alors qu'on suit un tuk-tuk dans une petite ruelle, mais on a tout filmé à la main levée et le rendu est vraiment top. Moi je suis vraiment content de la stabilisation. Autre catégorie intéressante, c'est l'aide à la prise de vue. On a plein d'outils différents proposés dans le GH6. On a par exemple le waveform. Nous on aime beaucoup. Avant on utilisait l'histogramme, mais on trouve que c'est pas super précis. Maintenant on utilise le waveform qui est la forme d'onde en anglais et ça va vous permettre de gérer beaucoup mieux l'exposition dans différentes zones de votre image. On aurait bien aimé avoir en plus le false color. On l'a que sur les moniteurs. Ça aurait été sympa de l'avoir en interne sur le GH6 et c'est aussi un outil pour gérer votre exposition. Ensuite vous pouvez importer des luttes point cube, donc les luttes que vous utilisez par exemple sur Premiere Pro, prenez vos favorites et vous pouvez les installer directement sur votre boîtier. Et ensuite il y a une dernière fonction qu'on a bien aimé chez Grain, c'est les différentes grilles ou les guides pour filmer. Vous pouvez très bien mettre un carré vertical en 9/16e pour filmer en vertical. Donc vous filmez avec votre caméra de façon horizontale et vous allez avoir un petit cadre au milieu qui va vous indiquer ce que vous allez voir si vous transformez ce rush en vertical. Vous avez plein de formats différents, vous pouvez faire du carré, du 4/5e, il y a plein de choses, je vous laisse aller voir, mais ça c'est super intéressant si vous faites beaucoup de vidéos pour le digital, pour des stories, pour des pubs Instagram, des pubs Facebook. Vous avez l'option bien sûr de tourner en mode vertical votre boîtier, ou alors de le laisser comme ça en paysage et de mettre des grilles à l'intérieur, ce que nous on a beaucoup aimé. Maintenant on peut passer à la nouveauté, le Dynamic Boost, ou la plage dynamique augmentée, ce qui consiste en fait à capter votre scène sur deux expositions différentes, sous-exposée et surexposée, et les combiner ensemble pour vous créer une image avec plus de détails dans les hautes et les basses lumières. Avec cette fonction, vous avez donc plus de latitude à l'étalonnage pour modifier vos différentes couleurs et récupérer des zones qui ne sont pas forcément bien exposées. Donc c'est super intéressant dans certains cas, mais le petit souci c'est que vous pouvez filmer maximum à 60 images par seconde avec ce mode, donc 24, 25, 30, 50 et 60 images par seconde, et vous allez devoir vous mettre un ISO minimum à 2000. Donc si vous filmez dehors en pleine journée, vous allez devoir vous régler directement à 2000 et vous allez devoir mettre un gros ND pour stopper toute cette lumière. Donc c'est une fonctionnalité assez intéressante, sachant que c'est un boîtier micro 4 tiers, donc avec une gamme dynamique moins intéressante que sur du plein format. Ils étaient obligés de créer cette fonctionnalité pour être quasiment aussi compétitif que du plein format et avoir pas mal de contraste dans les hautes et les basses lumières. Donc voilà grosso modo pour tous les points positifs de ce boîtier. Et maintenant on va pouvoir passer aux différents points négatifs. Et le premier gros point négatif, c'est l'autofocus. Alors sur ce boîtier, on reste sur la détection de contraste comme sur le GH5. Il va faire le focus en fonction des zones plus ou moins contrastées. Donc c'est largement inférieur à ce que propose Canon ou Sony qui eux ont un autofocus vraiment de dingue. Donc ça c'est un gros point négatif. On l'a nous essayé au début au Sri Lanka et on s'est vu que ça perdait assez facilement le focus, qu'il était aussi assez lent. Si vous faites le focus sur une personne et que vous les changez quelques secondes après, il va mettre du temps à se modifier. Donc nous après on a filmé tout en focus manuel, ce qui est assez dommage sur un boîtier de cette gamme. Et sachant que l'autofocus va prendre de plus en plus de place maintenant et vous allez de moins en moins faire le focus manuel à part si vous faites des grosses productions où là il y aura une personne dédiée. On a remarqué qu'il pompait légèrement en arrière-plan, donc nous pour ce qu'on fait, c'est-à-dire des vidéos face caméra ou des vidéos de voyage, c'est assez embêtant. Pour nous c'est un gros point d'avoir un bon autofocus, mais si vous ça vous dérange pas plus que ça, vous pouvez foncer, c'est un super bon boîtier. Ensuite, deuxième point négatif pour nous personnellement, c'est que le boîtier est un peu cher. Il est boîtier nu à 2199 €, donc assez cher pour débuter la vidéo. Vous pouvez très bien acheter le S5 de chez Panasonic
pour un budget un petit peu moindre, il est en dessous des 2000 euros et ça sera du plein format avec des super bonnes specs. Vous avez de la 4K60 en 422 10 bits, donc c'est un super rapport qualité-prix, nous on trouve. Après, si vous avez déjà tout le parc optique pour des boîtiers micro 4 tiers, ça peut être intéressant pour vous. Nous, pour cette vidéo, on a utilisé le 25-50 comme je vous l'ai dit tout à l'heure à f1.4, donc ça a aussi permis de donner un super look avec un beau flou d'arrière-plan. Mais si vous utilisez des objectifs assez standards qui ouvrent par exemple à 2,8, vous n'aurez pas le même rendu. Et il faut savoir qu'un objectif comme celui-ci, il vaut aux alentours des 2000 euros, ce qui bump directement le prix à 4000 euros avec un boîtier pour avoir un look similaire au nôtre. Donc on trouve que c'est quand même assez cher. Et autre point négatif, c'est que vous allez devoir mettre des cartes SD si vous voulez, mais surtout des cartes CF Express pour enregistrer par exemple en Apple ProRes. Et ces cartes là coûtent vraiment super cher. Si vous voulez par exemple 250 Go de mémoire, ça va coûter dans les 400-500 euros. Donc il vous en faudra forcément plusieurs pour faire par exemple une journée de tournage qui vous prendra, je sais pas, 500 Go. Il vous faut débourser minimum 1000 euros en plus. Donc c'est assez cher. Et il faut savoir que toutes les CFX ne fonctionnent pas sur le GH6. Il y a une liste que vous pouvez aller voir qui vous répertorie toutes les cartes que vous pouvez utiliser avec un haut débit pour pouvoir enregistrer dans des gros formats. Ceci dit, il y a une nouvelle mise à jour qui va bientôt arriver et il sera possible d'enregistrer sur un SSD en externe. Donc vous pouvez très bien acheter un petit Samsung T5 avec 2 Tera dessus et le brancher sur votre GH6, ce qui résoudra ce problème. Donc voilà pour cette vidéo, j'espère que ça vous a plu. En conclusion, pour les points positifs, je dirais que c'est vraiment une caméra qui est faite pour la vidéo. Ça se ressent sur la définition, tous les différents codecs que vous pouvez utiliser, des fonctions assez poussées pour l'étalonnage, la stabilisation à main levée, toutes les aides à la prise de vue, que ce soit le waveform, les luttes, les différentes grilles que vous pouvez mettre, et grâce à l'option Dynamic Boost, la plage dynamique boostée, qui vous permettra d'augmenter la gamme dynamique. Par contre, le gros point négatif, c'est l'autofocus qui ne fonctionne pas très bien et qui peut être assez pénalisant dans le secteur de vidéo que vous travaillez. Ensuite, le prix, c'est quand même un boîtier qui est assez cher pour du micro 4 tiers et nous on se dirige bien plus maintenant vers du plein format. Si vous voulez avoir des bons objectifs, ça coûtera aussi assez cher et les cartes CF Express coûtent super cher. Donc elle a beau être une caméra assez complexe avec plein de définitions, plein de codecs, il y a quand même quelques points négatifs qui sont pas négligeables. Mais comme je vous l'ai dit tout à l'heure, ça reste intéressant si vous avez tout un parc optique pour du micro 4 tiers. C'est en soi la meilleure caméra micro 4 tiers sur le marché et c'est grâce à ça aussi, le micro 4 tiers, que vous pouvez avoir tant de fonctionnalités à l'intérieur, des codecs de ouf, une super définition, parce que vous avez un petit capteur, vous allez avoir beaucoup moins d'informations à gérer, que ce soit pour la stabilisation, pour les couleurs, pour les codecs, ça va être beaucoup plus facile à traiter, mais bon, ça reste du micro 4 tiers, ça peut être assez compliqué si vous voulez beaucoup de bokeh derrière, ou alors si vous voulez avoir un grand angle, vu que vous devez doubler à chaque fois de la longueur focale. Nous ici on avait du 25-50, ça nous fait automatiquement du 50-100. Donc pour avoir des objectifs grand angle, ça peut être compliqué. Il faut des objectifs de 8 mm par exemple qui nous donnent du 16. Donc ça c'est un point assez embêtant pour ce boîtier. Donc voilà pour cette vidéo, j'espère que ça vous a plu. Si vous avez la moindre question, n'hésitez pas à la poser juste en dessous en commentaire. On y répondra très vite. Et moi je vous dis à bientôt dans une nouvelle vidéo.